Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits, de nous rejoindre pour ce premier webinaire du mois d'octobre. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Élise Ledoble qui va nous parler de nos ancêtres invisibles. Bonjour Élise. Bonjour, Bonjour, j'espère que vous allez bien. bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je vous conseille de fermer, comme d'habitude, tous les programmes qui ne vous servent pas, comme votre messagerie, email, etc. Utilisez un casque si vous en avez un, vous entendrez mieux. Vous pouvez bien sûr prendre une feuille et un stylo pour prendre des notes, mais comme vous le savez, le webinaire sera certainement dès demain déjà en ligne gratuitement, donc vous pourrez le revoir. Alors, voici le panneau de contrôle. Vous le savez, vous pouvez écrire vos questions ici. Je les lirai et je les poserai à la fin de la présentation à Elise qui pourra y répondre. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions au cours de la présentation. Bien sûr, deux mots sur MyHeritage avant de commencer. MyHeritage est votre site de généalogie sur lequel vous pouvez construire votre arbre généalogique et bien sûr faire des recherches dans la base de données qui a actuellement 12 milliards et demi de données historiques. Bien sûr, vous pouvez faire un test généalogique ADN. Beaucoup l'ont déjà fait. Et je vais vous présenter Élise Lenoble, donc qui est généalogiste professionnelle depuis 2017, bien connue aussi pour le blog auprès de nos racines. D'ailleurs, en parlant de blog, je vous conseille d'aller lire son entretien, si je me souviens bien, qui avait été publié en septembre 2018. Donc, vous pourrez en savoir un peu plus sur elle, comme par exemple qu'elle a fait des études d'ingénieur et qu'elle a été ingénieure pendant 6 ans avant de devenir généalogiste professionnelle. Et bien sûr, vous pouvez aller voir, je vous le conseille d'ailleurs, sur sa chaîne YouTube. Donc, nous allons commencer tout de suite et je vais passer le contrôle de l'écran un instant à Élise. Donc, Élise, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de comment retrouver et raconter l'histoire de vos ancêtres invisibles. Et donc d'abord, nous allons voir qui sont ces ancêtres invisibles et comment j'ai commencé à m'intéresser à eux. Donc, après avoir remonté une grande partie de ma généalogie, j'ai voulu raconter l'histoire de mes ancêtres pour pouvoir la partager avec ma famille ou bien sur mon blog. Et en faisant cela, en fait, je me suis rendu compte que je trouvais très facilement des choses à dire sur certains ancêtres. Donc, par exemple, j'avais des ancêtres militaires, comme mon arrière-grand-père qui avait été officier d'infanterie coloniale. Et puis, j'avais aussi beaucoup d'ancêtres qui avaient eu des parcours de vie un peu compliqués et sur lesquels j'avais passé beaucoup de temps à faire des recherches. Donc, un arrière-grand-père qui était enfant assisté, et donc j'avais pu découvrir son dossier d'enfant assisté et beaucoup d'informations sur lui. Une autre ancêtre qui avait 8 enfants nés de père inconnu, donc là aussi j'avais fait beaucoup de recherches et j'avais trouvé beaucoup d'informations. Un autre ancêtre encore qui avait été en prison, qui avait fini sa vie dans un dépôt de mendicité, et puis quand même plusieurs autres parcours de vie qui se démarquaient comme ça. Et au final, ça représentait donc, sur cet arbre, ça représentait donc un certain nombre d'ancêtres que j'ai représentés ici en rouge, sur lesquels j'avais beaucoup d'éléments à raconter. Mais en fait, autour d'eux, il restait tous ceux qui étaient en gris et sur lesquels, à vrai dire, je ne savais pas trop quoi dire. En fait, ils semblaient tous avoir eu une vie vraiment simple. Souvent, ils étaient nés et ils s'étaient mariés et ils étaient décédés dans le même petit village. Et ils n'avaient pas eu de profession extraordinaire. Et à vrai dire, pour la plupart, je n'avais même pas fait beaucoup de recherches à leur sujet, à part juste chercher leurs actes de naissance, mariage et décès. Et donc, tous ces ancêtres, je les ai nommés les invisibles, parce que ce sont des ancêtres que l'on oublie au moment de faire nos recherches, et surtout au moment de raconter l'histoire de notre famille. Et vous avez sûrement aussi déjà ressenti cela. Vous avez certainement des ancêtres ou bien des branches phares dans votre généalogie, sur lesquelles vous avez focalisé une grande partie de vos recherches. Et puis d'autres ancêtres à côté, pour lesquels vous avez seulement cherché les naissances, mariages et décès avant de passer à autre chose. Pourtant, ces ancêtres invisibles, ils sont très nombreux et ils sont particulièrement importants puisqu'ils représentent la majorité de notre arbre et ils sont aussi importants que les autres puisque, bien sûr, sans eux, nous ne serions pas là. En fait, c'est un peu comme en peinture.
souvent les peintres, ils voulaient peindre des choses grandioses. Donc par exemple des personnages importants, des scènes mythologiques, des scènes historiques. Mais au final, ces peintures étaient loin du quotidien des gens et elles ne paraissaient, étaient loin du quotidien des gens et ce quotidien-là paraissait pas très intéressant à peindre. Et donc il y avait peu de peintres qui s'intéressaient à la vie quotidienne des gens à la campagne. Et pourtant, ces peintures naturalistes, en fait, elles nous en apprennent beaucoup plus sur la vie de nos ancêtres. Elles nous permettent de beaucoup mieux nous représenter la vie de nos ancêtres que des peintures de Louis XIV, par exemple. Et c'est donc pour cette raison qu'il est vraiment important de s'intéresser à nos ancêtres invisibles, parce qu'ils représentent la vraie vie de nos ancêtres. Et ce n'est pas parce que cette vie était simple qu'il ne faut pas en parler. Et en fait, c'est toujours la même chose de nos jours. En fait, globalement, on a tous des vies assez simples. Pour vous aussi, c'est certainement le cas. Vous n'avez sans doute pas eu une grande carrière militaire, vous n'avez peut-être pas reçu la Légion d'honneur, ou heureusement pas eu trop de démêlés avec la justice. Et pourtant, est-ce que vous pensez que vos descendants devraient moins parler de vous parce que vous n'avez pas eu de grands faits d'armes ou parce que vous n'avez pas braqué une banque? Donc il est vraiment important de s'intéresser à la vie de nos anciens invisibles. Mais le problème, c'est que souvent, on ne sait pas où chercher et on pense qu'il n'y aura rien à dire à leur sujet. Pourtant, il n'a pas forcément besoin d'informations exceptionnelles pour découvrir la vie de nos ancêtres. La première chose qu'on va pouvoir faire, ça va être déjà de partir des actes d'état civil. Donc ça, c'est ce que j'appelle faire parler les actes. C'est-à-dire qu'on va chercher et exploiter toutes les petites informations qu'on peut retrouver dans les actes d'état civil. Quand on fait parler les actes, on va donc faire un peu un travail de détective. On va rechercher tous les petits indices et on va chercher à en déduire des informations qui vont nous permettre de mieux comprendre la vie de notre ancêtre. Donc si on prend par exemple l'un de mes ancêtres normands qui s'appelait Louis-Philippe Grand-Sire, donc il a vécu toute sa vie dans la petite ville de Côte-Bec-en-Caux sur les bords de la Seine et on peut commencer par consulter son acte de baptême en 1791 qui va déjà nous apprendre quelque chose. Donc la première chose qu'on apprend, c'est qu'il a été baptisé le lendemain de sa naissance, à Côte-Bec-en-Caux. Or, en faisant quelques recherches supplémentaires, on peut voir qu'il n'existait qu'une seule paroisse à l'époque à Côte-Bec-en-Caux. Donc on peut être sûr qu'il a été baptisé dans l'église Notre-Dame de Côte-Bec et probablement sur les fonts baptismaux en bois sculpté qui existent encore dans cette église. Ensuite, si on revient à l'acte, on trouve encore d'autres informations utiles. Par exemple, on peut voir que son parrain était son oncle maternel et que sa marraine était sa grand-mère paternelle. Donc, on peut imaginer qu'il était proche de sa famille paternelle, puisque son parrain et sa marraine en étaient tous les deux issus, mais qu'il était peut-être moins proche de sa famille maternelle. Ça, ce sont des choses qu'il faudra aussi confirmer en recoupant avec d'autres indices par la suite. Si on passe maintenant à son acte de mariage, donc c'est toujours à Côte-Bec-en-Caux, donc c'était en 1810. Alors ça nous apprend qu'il avait 18 ans et qu'il était journalier, 19 ans, pardon, et qu'il était journalier. Il vivait alors à Côte-Bec-en-Caux. On apprend également dans cet acte que son père était décédé en 1794, donc il a été orphelin très jeune. Sa mère était encore en vie, et elle était journalière à Côte-Bec, où ils vivaient donc tous les deux. Et ensuite, on retrouve des informations sur les témoins du mariage. Et là encore, ça nous donne des informations sur son environnement familial. Là encore, ces deux témoins, ils sont tous les deux des oncles paternels. Donc, on peut voir qu'il était vraiment proche de cette famille paternelle et qu'il est resté proche malgré le décès de son père. Et à la fin de l'acte, on a aussi des informations importantes puisque on découvre qu'il ne savait pas signer. Donc, on peut en déduire qu'il n'a certainement pas été à l'école et qu'il a dû recevoir une instruction très limitée. Donc, pour ça, en recoupant les informations, on peut se dire que peut-être que c'est le fait d'avoir été orphelin de père qui a fait qu'il a dû commencer à travailler très jeune pour aider sa famille à gagner sa vie. Et on voit également encore un dernier indice,
c'est que les autres membres de sa famille, donc ses témoins, ne signaient pas non plus. Donc ça montre aussi qu'il était issu d'une famille qui était certainement relativement pauvre, puisque les enfants devaient travailler tôt et ne recevaient donc pas d'instruction. Et enfin, le dernier acte à son sujet qu'on peut étudier, c'est son acte de décès. Donc là encore, on va retrouver pas mal d'informations intéressantes. La première, donc, c'est qu'il est décédé à 71 ans et qu'il était alors veuf. Donc, il n'était plus journalier comme sur son mariage, mais il était devenu ouvrier tanneur entre-temps. Et l'information intéressante, c'est qu'il est décédé rue de l'Hospice et que les témoins ne sont pas des membres de sa famille. L'un d'eux est d'ailleurs l'administrateur de l'hospice. Donc, on en peut en déduire qu'il est décédé dans l'hospice de Côte-Bec-en-Caux, qu'on voit ici en photo. Et donc ici, faire parler les actes, ça nous a permis en particulier de mieux connaître l'univers familial de cet ancêtre, mais ça nous donne également des informations sur les lieux qu'il a pu fréquenter au cours de sa vie. Et concernant l'hospice où il est décédé, ça nous donne également de nouvelles pistes de recherche, puisque ça nous permet de rechercher sa trace dans les archives hospitalières. Et on peut retrouver ici son admission dans les archives hospitalières à l'hospice de Côte-Bec-en-Caux. Donc on voit qu'il a été admis comme vieillard et infirme indigent le 2 septembre 1861, soit un an jour pour jour avant son décès. Donc de la même façon, il existe un très grand nombre de ressources que l'on va pouvoir utiliser pour trouver beaucoup d'informations sur nos ancêtres, mais en fait ce sont des ressources qu'on néglige souvent parce qu'on pense qu'elles nous apprendront rien, ou alors que nos ancêtres n'ont pas fait de choses assez intéressantes pour qu'on puisse retrouver leurs traces dans ces archives. Alors, c'est vrai que chaque ressource ne nous apprendra pas toujours beaucoup de choses, mais à l'image des actes d'état civil, nous pourrons y retrouver de nombreux petits indices, et une fois rassemblés, cela nous permettra de dresser le portrait de notre ancêtre. Alors, nous allons voir ici 5 ressources qui sont souvent négligées, mais qui peuvent nous apprendre un certain nombre d'informations sur les ancêtres et qui, mises bout à bout, nous permettent vraiment de mieux comprendre la vie d'un ancêtre. Alors, la première de ces ressources, ce sont les recensements. Donc, les recensements de population, ce sont des ressources qui sont assez simples à trouver en ligne sur les sites d'archives départementales et qui sont vraiment très intéressantes puisque, d'une part, on va y apprendre la composition de la famille à différents moments. Donc, par exemple, on va pouvoir découvrir que plusieurs générations d'une même famille étaient réunies sous le même toit. Et on peut également découvrir, grâce à ces recensements, le lieu de vie exact de nos ancêtres. Donc, par exemple, pour les ancêtres qui habitaient en ville, on aura leur adresse précise, avec la rue, souvent le numéro ici dans la rue. Et pour les ancêtres à la campagne, on aura souvent le lieu-dit, qui nous permettra ensuite de retracer les déplacements de la famille. Donc, par exemple, ici, j'ai pu retracer les déplacements d'un ancêtre en recherchant sur les recensements successifs, et j'ai pu retracer tous les lieux où il a vécu, tous les lieux dits où il a vécu au fil de sa vie. Et enfin, on peut également découvrir d'autres informations intéressantes sur les personnes qui vivaient avec la famille, mais sans être forcément liées, sans avoir de lien de parenté. Donc ça peut être par exemple des domestiques qui habitaient avec la famille, ou bien ça peut être nos ancêtres qui étaient domestiques dans une famille, des ouvriers, ou bien comme ici on peut voir des enfants en nourrice qui étaient accueillis par la famille. Donc là encore, ça nous donne beaucoup d'informations très concrètes et très utiles pour mieux comprendre le quotidien de nos ancêtres. Et donc les recensements, ça nous permet aussi parfois de comprendre comment nos ancêtres ont pu se rencontrer. Par exemple, j'ai découvert que 2 de mes ancêtres avaient été domestiques dans la même ferme dans leur enfance, et quelques années plus tard, ils se sont mariés. Et donc, j'ai pu en déduire que c'était probablement dans cette ferme qu'ils s'étaient rencontrés. Pour d'autres, par exemple, on peut se rendre compte qu'ils ont été élevés pendant toute une partie de leur enfance par leurs grands-parents, et non pas par leurs parents,
ce qui permet aussi de mieux comprendre les circonstances de leur enfance. Alors, la seconde ressource, qui par contre ne va concerner que les hommes, ce sont les archives du recrutement militaire. Alors, l'intérêt de ces archives, c'est qu'au cours du XIXe siècle, tous les hommes ont été soumis à la conscription militaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous été recensés et inscrits sur des listes, même si au final, ils ont été exemptés de service militaire. Donc, ces archives, elles nous permettent de savoir quelle était leur situation au moment de leurs 20 ans. Donc, on aura souvent leur profession, leur domicile, ce qui peut permettre de situer où est-ce qu'ils vivaient à leurs 20 ans et qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que des fois, entre la naissance et le mariage, on a rarement beaucoup d'informations. Et parmi les informations vraiment essentielles et très intéressantes qu'on va retrouver dans ces recrutements militaires, ça va être la description physique de nos ancêtres. Alors parfois, on aura seulement la taille dans certains documents, mais d'autres documents nous permettent d'avoir vraiment toute la description. Donc par exemple, ici, on voit l'un de mes ancêtres, donc c'est toujours Louis-Philippe Grand-Sire, dont on avait parlé avant. On voit qu'il faisait une taille de 1,46 m, qu'il avait les cheveux châtains, les sourcils également, les yeux gris, puis on a vraiment toute sa description, le front haut, le nez gros, la bouche grande, le menton rond, le visage plein, le teint coloré. Et ça nous donne vraiment beaucoup d'informations qui permettent de mieux imaginer notre ancêtre. Et encore, une information très utile qu'on va trouver dans ces registres, c'est que si notre ancêtre a été réformé du service militaire, on connaîtra le motif de cette réforme. Ici, par exemple, mon ancêtre avait été réformé pour épilepsie. Ça peut être également un défaut de taille ou bien des problèmes plus rares comme un chevauchement de doigts de pied ou une mauvaise dentition ou beaucoup d'autres choses. Mais donc, ça nous donnera des informations concrètes sur l'état de santé et sur des caractéristiques de notre ancêtre. Parfois, on a aussi des motifs d'exemption qui vont nous permettre d'en savoir plus sur des autres membres de la famille. Par exemple, si on a un ancêtre dont le frère était déjà sous les drapeaux, c'est un motif d'exemption. Donc, on pourra avoir cette information sur son frère qui nous donnera également parfois le nom du régiment dans lequel il était. Donc, ça peut être utile aussi de recouper les informations entre les différents frères d'une famille pour retrouver des informations. Et enfin, dans le cas où un ancêtre n'a pas été exempté et qu'il avait tiré un mauvais numéro, donc c'est-à-dire qu'il a été ensuite enrôlé dans l'armée, on pourra savoir dans quel régiment il a été affecté, et cela va nous ouvrir de très nombreuses portes pour des recherches, par exemple au service historique de la défense, pour pouvoir retracer son parcours dans les historiques des régiments. Et on peut ainsi se rendre compte que des ancêtres qu'on imaginait n'avoir jamais quitté leur village natal avaient en fait été amenés à voyager pendant leur service militaire. Donc moi, par exemple, j'ai retrouvé un ancêtre, donc Jean-François Perbal, on voit l'affiche ici, qui, en recoupant les informations et en faisant les recherches au service historique de la défense, j'ai pu découvrir que, en fait, il avait servi en Algérie en 1830, alors qu'avant de faire ces recherches, j'avais vraiment aucune information qui laissait présager qu'il ait quitté son village. Donc c'est vraiment des ressources qui peuvent permettre de donner un nouveau visage à nos ancêtres et de découvrir des informations qu'on ne soupçonnait même pas. Alors la troisième ressource, donc ce sont tous les actes notariés de manière générale, parce que même les ancêtres les plus humbles pouvaient avoir été devant le notaire pour un contrat de mariage ou pour la vente d'un petit terrain ou d'une maison, par exemple. Mais alors les actes les plus passionnants qu'on va pouvoir trouver dans ces actes notariés, ce sont les inventaires après décès. Alors, ce n'était pas systématique, mais cela pouvait quand même concerner même nos ancêtres les plus pauvres dans certaines situations. Donc, si on trouve un inventaire après décès, c'est vraiment une ressource inestimable pour connaître les conditions de vie d'un ancêtre, parce qu'en effet, les inventaires, ils étaient dressés par le notaire suite au décès d'une personne. Et le but, c'était vraiment d'établir la liste complète de ses biens, donc que ce soit le mobilier ou même tous les objets qui composaient la succession, afin de vraiment estimer la valeur de la succession et de s'assurer que l'héritage était bien fait de manière équitable.
Donc, les inventaires après décès, ils contiennent donc une liste de tous les biens d'un ancêtre, donc tout le mobilier jusqu'aux objets les plus communs. Qu'on peut voir par exemple dans cet exemple, c'est l'inventaire d'un de mes ancêtres qui était berger. Il ne possédait vraiment que des objets essentiels pour vivre, et souvent en mauvais état, d'après les descriptions qu'on a. On retrouve par exemple la liste de tous les outils et des ustensiles qu'il possédait. Donc par exemple une serpe, 2 marteaux de fer, une marmite en fer avec un couvercle en bois, une très vieille poêle à frire, etc. Et on aura également la description de ses vêtements, ce qui est vraiment très intéressant et va nous donner une idée de vraiment comment il pouvait s'habiller au quotidien. Surtout dans les cas comme celui-ci où il avait très peu de vêtements. Donc ça permet de vraiment s'imaginer à quoi ressemblait notre ancêtre la plupart du temps. Ensuite, la ressource suivante dont je voudrais vous parler, qui est une ressource qui est un petit peu liée qui est un petit peu en lien avec les inventaires après décès, ce sont les déclarations de succession. Donc les déclarations de succession, c'est pareil, elles étaient établies suite au décès d'une personne afin d'évaluer le montant de sa succession et de s'assurer que les droits de succession étaient bien payés par ses héritiers. Donc ce sont des ressources que l'on imagine souvent réservées aux personnes les plus riches, et il est vrai qu'on ne trouvera pas de déclaration de succession pour des ancêtres qui étaient vraiment indigents et qui n'avaient vraiment aucun bien. Mais on peut se rendre compte que beaucoup d'ancêtres que l'on considère souvent pauvres, et beaucoup parmi ces ancêtres invisibles, en fait, avaient quand même quelques biens qui ont pu faire l'objet d'une déclaration de succession. Même sans être riches, ils possédaient quand même parfois leur maison, ou bien un petit terrain qu'ils avaient pu hériter de leurs parents, par exemple. Et on peut même parfois trouver des déclarations de succession pour des ancêtres qui n'avaient pas de biens immobiliers, mais seulement quelques meubles et des vêtements. Et même dans ce cas, la déclaration peut contenir l'évaluation de ces biens, donc ça sera des petites sommes, mais ça nous permet de savoir vraiment l'évaluation du patrimoine de la personne au moment de son décès, ce qui permet de vraiment mieux comprendre ses conditions de vie. Et donc l'intérêt de ces déclarations de succession, c'est qu'elles sont en plus assez faciles à retrouver grâce aux tables de succession, et elles permettent aussi d'avoir les références d'actes notariés. Donc par exemple, on pourrait y retrouver la référence d'un inventaire après décès, d'un contrat de mariage ou bien d'actes de vente. Et enfin, un autre avantage qui peut être très utile en généalogie, c'est qu'on y retrouvera la liste de tous ses héritiers. Et donc, cela peut permettre de reconstituer sa famille, de retrouver des enfants qu'on aurait perdus de vue, etc. Enfin, la 5e ressource dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le cadastre. Donc, le cadastre, c'est pareil, c'est vraiment très utile parce que ça permet de savoir si notre ancêtre a eu des biens immobiliers au cours de sa vie. Donc là, c'est pas seulement au moment de son décès, c'est vraiment sur l'ensemble de sa vie. En consultant le cadastre d'une commune, on peut savoir s'il avait acheté ou vendu des biens à un moment donné. Et on se rend compte en faisant ces recherches que même nos ancêtres les moins riches peuvent avoir possédé un petit terrain à un moment donné, voire une maison, et sans forcément être très riches par ailleurs. Et l'avantage donc, c'est qu'on va pouvoir retrouver tous les biens acquis par une personne au cours de sa vie. Mais également, grâce au plan du cadastre napoléonien, il va être possible de situer très précisément tous ces biens. Et donc, par exemple, si notre ancêtre avait une maison, on va pouvoir retrouver l'emplacement exact de cette maison. Et si on a la chance qu'elle existe encore, on pourra même se rendre sur place pour voir et même pouvoir toucher les murs de la maison dans lesquels nos ancêtres ont vécu. Donc ça, c'est vraiment inestimable comme type de recherche. Et c'est malheureusement souvent négligé parce qu'on imagine que nos ancêtres étaient simplement des paysans qui n'avaient rien, alors qu'il était quand même très courant de posséder sa maison, puisqu'elle pouvait venir d'un héritage, parfois il y avait des possibilités d'acquérir une maison pas trop chère, peut-être suite à une adjudication. Et en fait, beaucoup de nos ancêtres qu'on considère invisibles étaient quand même propriétaires de leur maison. Donc ça, c'était
5 ressources qui me paraissent assez essentielles et dans lesquelles il est possible de retrouver au final assez facilement les traces de nos ancêtres invisibles. Mais il en existe aussi beaucoup d'autres qu'il serait trop long de détailler ici. Mais bon, on aurait par exemple les archives judiciaires, dans lesquelles on va pouvoir retrouver par exemple des conseils de famille ou bien des affaires judiciaires plus ou moins importantes auxquelles nos ancêtres ont pu être mêlés. Donc ça peut être par exemple des conflits entre voisins, ça peut être des petites choses, mais qui ont laissé des traces dans les archives des juges de paix et qui permettent là encore de trouver des détails inestimables sur le quotidien de nos ancêtres. Ensuite, ça peut être les archives hospitalières, donc comme on l'a vu dans le cas de mon ancêtre Louis-Philippe Grand-Sire, ça peut nous permettre de savoir à quel moment il a été admis à l'hôpital, quelles ont été les causes de son décès, s'il y est décédé. Et aussi, on peut retrouver la trace d'hospitalisation passagère qui, là encore, nous donneront des éléments très intéressants sur le quotidien de notre ancêtre, sur, pas son quotidien, mais sur des moments précis de la vie de notre ancêtre. Enfin, on peut également s'intéresser aux archives communales. Donc, les archives communales elles regroupent un très grand nombre d'archives différents. Donc, mais elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de retrouver, par exemple, les impôts que devaient payer nos ancêtres, ou bien parfois on aura les archives des écoles, ou encore les listes électorales, ou beaucoup d'informations où on pourra retrouver des mentions nominatives de notre ancêtre pour savoir un petit peu comment il se situait dans sa commune par rapport aux événements de sa commune ou par rapport à la vie communale. Ensuite, on peut s'intéresser aux hypothèques qui permettent de retrouver les achats et ventes de biens immobiliers que nos ancêtres ont pu faire au cours de leur vie. Et ça permet également de savoir s'ils avaient des créances ou bien s'ils ont fait l'objet d'une saisie immobilière à un moment donné. Et une autre ressource très intéressante, c'est la presse ancienne, qui va nous permettre de retrouver des faits divers concernant nos ancêtres, donc soit nos ancêtres directement, soit leur entourage. Et on pourra retrouver également des avis de décès ou des petites informations qui nous donneront quelques compléments sur la vie de notre ancêtre. Alors bien sûr, on ne retrouvera pas forcément tous ces éléments sur chaque ancêtre. Souvent, on est à la recherche d'un gros butin, alors qu'en fait, l'idée, ça va être plutôt de rechercher beaucoup de petits trésors généalogiques qui vont nous permettre, qui, une fois rassemblés, vont nous permettre de vraiment comprendre la vie de notre ancêtre. Parce que chaque indice qu'on va retrouver, ça va nous permettre de rajouter une petite pierre à notre édifice et de vraiment connaître la vie de chacun de nos ancêtres et pouvoir ensuite leur donner la visibilité qu'ils méritent au moment de raconter leur histoire. Donc, toutes ces recherches que nous venons de voir, elles nous permettent déjà de bien cerner un individu. Mais il est aussi possible de continuer les recherches pour en savoir plus sur le contexte de vie de notre ancêtre. Donc, cela va être particulièrement utile dans le cas où on retrouve peu d'informations sur notre ancêtre directement, mais cela s'applique également à toutes nos recherches. L'objectif, cela va donc être d'étendre les recherches et plutôt que de faire des recherches sur l'individu lui-même, on va faire des recherches sur les groupes auxquels il appartient. Donc, le premier groupe auquel on va s'intéresser, ça va être sa famille. Donc, quand on fait parler les actes, il ne faut pas oublier de s'intéresser également aux autres actes où notre ancêtre pouvait être présent, donc notamment tous les actes qui concernent sa famille. Donc ça peut être les actes de naissance de ses enfants en particulier, mais aussi tous les mariages ou les décès des membres de sa famille où il a pu être témoin et qui vont nous donner des informations à son sujet. Cela va nous permettre de reconstituer son réseau familial, donc pour savoir de quel membre de la famille il était le plus proche, mais aussi de retrouver des informations sur lui à différents moments de sa vie. Cela nous permettra aussi, par exemple, de découvrir que notre ancêtre a voyagé pour assister à des mariages, et on pourra le retrouver à des endroits où on ne s'attendait pas forcément. Donc, par exemple, en faisant mes recherches, j'ai découvert que mes arrière-grands-parents, qui avaient toujours vécu dans la Meuse, s'étaient en fait déplacés à un moment donné pour aller assister au mariage de leur fille à Paris à la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est pareil, ça paraît être un tout petit élément qui n'apprend pas grand-chose, mais c'est quand même d'imaginer
ce couple d'ancêtres, à la fin de leur vie, effectuer un si grand voyage vers Paris, c'est quand même une information assez importante. Et donc, quand on fait des recherches sur la famille, il va être également intéressant de rechercher d'autres sources que l'état civil, donc parmi toutes les sources dont on a parlé précédemment. Donc, par exemple, des inventaires après décès ou bien des déclarations de succession des proches de notre ancêtre, qui vont nous permettre de retrouver des informations sur lui ou sur ses conditions de vie par extension. Par exemple, si on retrouve les inventaires après décès de ses parents, ça nous apprend dans quelles conditions il a grandi. Et on peut également rechercher où vivaient les membres de sa famille, donc en particulier grâce au recensement ou au cadastre, qui, de la même façon, nous permet d'avoir une meilleure vision de son environnement de vie. Ensuite, le second groupe auquel on va pouvoir s'intéresser, ça va être son métier. Alors, en faisant des recherches sur son métier, on va pouvoir mieux cerner les conditions de vie de notre ancêtre. Par exemple, pour un ancêtre qui était tanneur, on va pouvoir retrouver des informations sur le métier de tanneur. Les outils qu'il utilisait, à quoi ressemblait une journée typique, quelles pouvaient être les difficultés qu'il rencontrait, etc. Et même si on ne retrouve pas de données nominatives à son sujet, on va pouvoir faire des recherches dans les archives sur les gens qui exerçaient son métier là où il habitait. Donc on peut par exemple retrouver des statistiques qui vont nous permettre de connaître le salaire qu'il pouvait toucher, savoir si son métier était répandu localement et les endroits où il pouvait l'exercer. Donc par exemple, on pourra retrouver l'emplacement des tanneries, ce qui nous permettra de mieux comprendre où est-ce qu'il était amené à se rendre, peut-être de voir par rapport à là où il habitait, s'il habitait loin ou près des tanneries, etc. Et on peut également retrouver des informations qui nous permettent de comprendre si les gens qui exerçaient son métier étaient amenés à beaucoup se déplacer, enfin quel était vraiment le quotidien des gens qui avaient le même métier que lui. Et là encore, il va être utile d'étendre les recherches aux autres ressources que nous avons vues. Donc, par exemple, même si on ne retrouve pas l'inventaire après décès de notre ancêtre, on va pouvoir retrouver, par exemple, l'inventaire après décès d'une personne qui exerçait le même métier dans les environs. Et cela nous donnera beaucoup d'éléments pour mieux comprendre comment pouvait être la vie de notre ancêtre. Et enfin, le dernier groupe auquel on va s'intéresser, ça va être son village et sa région. Donc, on va en particulier s'intéresser à l'histoire locale pour savoir quels événements il a pu vivre et quel impact ont eu les grands événements nationaux sur son lieu de vie. On peut aussi faire des recherches sur les coutumes locales, les types d'habitation, etc. pour mieux comprendre quel était son environnement de vie. Et d'autres recherches intéressantes qui peuvent être faites, c'est par exemple de rechercher les changements qui ont marqué la vie locale. Par exemple, à quelle époque est arrivé le chemin de fer dans sa commune ou dans sa région. Et pour cela, il va être particulièrement intéressant de faire des recherches dans la presse locale ancienne pour retrouver des éléments et des faits divers qui ont pu se passer dans son village. Donc il sera par exemple intéressant de consulter également les archives communales qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du village et de retrouver beaucoup d'éléments sur la vie dans la commune. Par exemple, à quel moment ils ont eu l'eau potable ou l'électricité, ou encore les travaux qui ont été réalisés sur les différents monuments de la commune, les catastrophes naturelles qui ont pu se produire, etc. Et donc tout ça, ça va nous permettre de mieux comprendre aussi sa vie au sein de la commune et de mieux comprendre sa vie et son implication peut-être dans la commune, suivant ce qu'on va retrouver. Et donc, toutes ces informations, elles vont au final nous permettre de reconstituer le tableau complet de la vie de notre ancêtre, en élargissant ainsi aux différents groupes. Ainsi, même au final, même dans les cas où on a trouvé très peu d'informations sur l'individu lui-même, les recherches sur le groupe vont nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur sa vie. Donc, oui, voilà. Donc même si notre individu reste en noir sur le tableau, vu qu'on a retrouvé tout ce qui se passait autour de lui, on a déjà une très bonne vision de la vie qu'il pouvait avoir. Donc pour conclure, je vous invite à
regarder dans votre arbre généalogique et à choisir dedans un ancêtre au hasard. Un ancêtre sur lequel vous avez l'impression de ne rien savoir. Et vous n'avez même pas besoin de remonter forcément très loin pour ça. Vous pouvez choisir d'abord un ancêtre au XIXe siècle, ce qui rendra les recherches généralement plus simples, et puis essayer de retrouver sa vie. Donc pour cela, vous pouvez d'abord retrouver tous les actes d'état civil à son sujet et faire parler les actes en cherchant tous les petits indices, puis rechercher dans les ressources négligées toutes les informations que vous pourriez trouver à son sujet et ne pas hésiter à chercher dans des ressources dans lesquelles vous imaginez qu'il n'apparaîtra pas, parce qu'on peut souvent avoir des surprises. Et enfin, à étudier son contexte de vie en étendant les recherches au groupe, donc à sa famille, à son métier, à son village et donc par extension également à sa région, etc. Et enfin, avec tous ces éléments, vous allez pouvoir raconter la vie de votre ancêtre. Donc, il n'y a pas besoin pour cela de chercher à écrire un roman. Vous pouvez, si vous n'avez encore jamais écrit sur vos ancêtres, vous pouvez très bien écrire juste quelques paragraphes. Ou vous pouvez aussi simplement commencer par faire une ligne de vie, donc c'est-à-dire établir la chronologie de la vie de votre ancêtre avec toutes les dates et les informations que vous retrouvez. Et cela vous permettra déjà de mieux connaître votre ancêtre et d'imaginer un peu mieux à quoi sa vie a pu ressembler. Et donc, pour vous aider à cela, j'ai également établi une liste de 26 questions pour écrire la vie d'un ancêtre. Donc, en vous rendant à l'adresse qui s'affiche à l'écran, vous pourrez retrouver une série d'articles dans lesquels j'ai reconstitué la vie d'un ancêtre à partir de ces questions. Et en bas des articles, vous retrouvez une fiche récapitulative à télécharger qui reprend ces 26 questions, qui donc pourront vous aider à trouver des nouveaux éléments auxquels on ne pense pas forcément sur la vie de ses ancêtres, et à se poser des questions et à pouvoir ensuite écrire sa vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc s'il y a des questions, je pense. Oui, oui. Merci Élise pour cette présentation effectivement très intéressante puisque nous avons tous des ancêtres invisibles. Je pense, enfin, moi par exemple, je peux dire, je pense que tous mes ancêtres sont invisibles, donc c'est vraiment la recherche de base à faire pour chaque ancêtre. Donc merci. Je vais reprendre le contrôle de l'écran et effectivement, il y a des questions. Donc d'abord, alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est repassé sur mon écran, voilà. Je vais d'abord, alors un instant, je vais d'abord désigner le gagnant. Je devrais dire la gagnante de l'abonnement complet de My Heritage. Félicitations, Madame Delphine Servetas. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. Je vous contacterai donc pour votre prix. Félicitations. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons aussi un webinaire le 26 octobre avec le généalogiste Michael Mange. Nous allons rester dans la même thématique sur les principales sources d'archives généalogiques. Donc, soyez au rendez-vous aussi lundi prochain. Et évidemment, je vous rappelle que vous pouvez revoir tous les webinaires précédents sur le site de Family Tree Webinaires où vous retrouverez dans quelques heures ce même webinaire. Vous pouvez aussi voir tous les webinaires sur la base de connaissances de MyHeritage que vous pouvez retrouver à cette adresse. Pas seulement des webinaires, mais aussi des Facebook Live, des articles, des vidéos pratiques. Donc, si vous ne connaissez pas la base de connaissances, je vous invite à vous y rendre. Et voici le moment des questions puisqu'il y en a plusieurs. Alors, d'abord, quelqu'un demande à partir de quelle année le recensement a été mis en place? Alors le recensement, de manière générale, il a été créé. Enfin, les premiers qu'on peut retrouver, c'est plutôt en 1826, ou suivant les endroits un petit peu plus tard. Mais les premiers sont soit en 1826, des fois on peut en retrouver qui sont à la toute fin du XVIIIe siècle, mais ils donnent souvent moins d'informations. Des fois, on a juste le chef de famille, donc c'est assez limité en termes d'informations. Mais les premiers vraiment recensements, comme on les connaît maintenant, ils ont été créés en 1826. Très Donc bien. dedans, on peut retrouver toute la composition de la famille, tout ça, dès Mm. cette date-là, quoi. Oui, c'est vraiment une archive de base. Alors, une autre question. Comment avoir accès aux actes notariés quand on ne sait même pas s'ils existent?
Bon, alors ça, c'est une vaste question. Euh, alors, il existe plusieurs méthodes. On peut, enfin, pour le 19e siècle et le 20e siècle, en tout cas, il y a des archives qui sont très utiles, c'est l'enregistrement. Donc, l'enregistrement, c'est là aussi où on trouve les déclarations de succession dont j'ai parlé. En fait, l'enregistrement, c'était tous les actes notariés devaient être enregistrés. Et donc, on retrouvera des tables ou des répertoires qui permettent de référencer tous les actes notariés qui ont été enregistrés. Donc, grâce à ces tables-là, on pourra retrouver, en cherchant au nom de notre ancêtre, bon après ça dépend un peu suivant les périodes, ça marche pas toujours pareil, mais en cherchant le nom de notre ancêtre dans ces tables, on pourra retrouver la référence des actes notariés, donc ça nous donnera la date de l'acte et le nom du notaire, et à partir de là, on pourra retrouver l'acte chez le notaire directement. Très bien, Donc merci ça permet Elise. de... Voilà. Alors ça, c'est pas une question, c'est juste mon commentaire, mais je vais le lire. Je prends des notes. Passionnant les détails que vous donnez. Merci beaucoup. Alors, Si. une autre question. Comment retrouver ces déclarations de succession que vous avez montrées plus tôt dans la présentation? Ce genre Oui, alors, d'archives. voilà, donc là, les déclarations, donc, comme je viens de le dire, c'est aussi dans ce qu'on appelle l'enregistrement. Euh, donc, en fait, pour retrouver une déclaration, il faut passer par les tables de succession. Donc, ces tables-là, elles commencent à être numérisées par les services d'archives, mais pas dans tous les départements, mais commence à y en avoir quand même beaucoup en ligne. Donc, c'est des tables, en fait, qui recensent tous les décès sur une période donnée. Donc, ils sont plus ou moins par ordre alphabétique. Enfin, c'est par ordre alphabétique de la première lettre du nom de famille. Après, les décès, ils sont inscrits au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Et donc, grâce à ces tables, on va retrouver s'il y a eu une déclaration de succession, parce que c'était pas non plus systématique. Et dans le cas où il y en a une, on aura la date précise de cette déclaration. Et ça nous permettra de consulter les registres de déclaration de succession, donc qui, eux, par contre, sont généralement pas numérisés. Donc, il faudra aller se déplacer aux archives pour consulter donc ces registres-là. Et avec juste la date, ça nous permettra de retrouver l'acte lui-même et donc d'avoir toutes ces informations dont j'ai parlé. Voilà. Merci Elise. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais quelqu'un demande si ces recherches sont aussi possibles en Belgique. J'imagine, Alors, mais pour les recherches comme ça, voilà, je ne connais pas trop le détail pour les ouais. recherches aussi approfondies en Belgique. Il me semble que, en tout cas, pour ce qui est tout ce qui est l'enregistrement et les hypothèques, ils doivent avoir aussi ce même genre d'archives, alors peut-être pas exactement sous la même forme, mais ça doit exister parce que ça a dû être mis en place à la période française. Donc, je pense qu'ils les ont eus et qu'ils ont dû les garder. Mais après, sincèrement, je ne connais pas le détail suffisamment pour, euh, pour être sûr ça, qu'on retrouve bien les mêmes choses exactement, quoi. Oui, mais je peux dire, la personne qui a posé cette question peut aller voir un précédent webinaire, je pense, si je me souviens bien, de décembre l'an dernier, où la généalogiste belge Marie Capard, justement, avait fait un webinaire sur les recherches en Belgique et sur les ancêtres belges. Donc, je vous conseille d'aller voir ce webinaire. Alors, une autre question un peu plus longue. Bonjour, je n'ai pas connu mon vrai grand-père paternel, je connais seulement son nom et prénom et qu'il est mort et où il est enterré. Comment puis-je faire mes recherches pour connaître les détails sur mon grand-père, sur ses parents et s'il a des frères et sœurs ou s'il a eu d'autres enfants autres que mon père? Vaste question aussi. C'est une recherche en soi. Oui, voilà, c'est assez compliqué. Moi, là, c'est pareil. Enfin, faut vraiment, enfin, en même temps, c'est le même principe que pour le reste. C'est vraiment de chercher chaque petit indice. Si vous connaissez seulement le lieu de décès, ben, d'essayer de retrouver l'acte de décès, enfin, et puis de remonter par là. Donc, ça devrait normalement donner les références, enfin, sa date de naissance. Donc, retrouver à partir de ça son date de naissance et puis trouver tous les petits indices sur qui étaient ses parents, quel métier il faisait. Essayer aussi des recensements s'il y a moyen de savoir où est-ce qu'il vivait à différents moments de sa vie, d'essayer de retrouver grâce au recensement, voir s'il avait des frères et sœurs mentionnés. Après, voilà, c'est vraiment là, dans ce cas-là, il faut vraiment aller chercher chaque petit indice et vraiment
pas négliger le moindre indice, faut bien chercher chaque chose et puis ça peut donner comme ça, permettre de retrouver beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que de base, quand on a peu de choses, ça paraît compliqué, mais vraiment en prenant chaque indice, on peut retrouver vraiment beaucoup de choses normalement. Oui, et je pense aussi en voyant les questions donc que je viens de lire, c'est vraiment des questions de personnes qui commencent leur recherche. Je vous conseille donc tout simplement déjà dès que ce sera en ligne de revoir la présentation d'Élise tranquillement. Comme ça, il suffit en fait de faire ce que vous avez expliqué au début tout au long de la présentation, et de prendre le temps de regarder et d'appliquer ce que vous nous avez expliqué, d'appliquer ce que nous avez expliqué justement. Voilà. Je pense que nous avons fini aujourd'hui. Merci Élise pour cette présentation. Merci Je à vous vous. dis donc à vous tous à la semaine prochaine pour le prochain webinaire, le lundi à la même heure. Et donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et surtout encore merci Élise. Au revoir. Merci, au revoir.